Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Média Afrique News en direct de Libreville au Gabon d'où nous émettons. Dans l'actualité ce soir, la ville de Luanda en Angola accueille ce mardi 27 juin un sommet crucial impliquant la CEAC pour discuter de la situation préoccupante en matière de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif principal du sommet est d'optimiser la coordination des différentes initiatives et efforts régionaux pour la paix avec un accent particulier sur les aspects politiques et militaires. La récente rébellion menée le 24 juin dernier par le groupe mercenaire russe Wagner est au cœur d'une tempête politico-militaire depuis quelques jours et suscite de nombreuses interrogations quant à ses répercussions à l'avenir du groupe paramilitaire en Afrique. Le développement dans ce journal. Après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner contre le pouvoir russe, la question sur la pertinence de son maintien sur les théâtres d'opération en Afrique fait débat. Pour mettre un terme aux spéculations, le ministre russe des Affaires étrangères a tenu à rassurer ses partenaires quant à la poursuite des contrats en cours, une position qui ne fait pas l'unanimité sur le continent. Décryptage, Karl Makamba. À la suite de leur tentative de rébellion, le sort des hommes des Prigojine présents sur de nombreux théâtres d'opération en Afrique était suspendu aux volontés de Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères a finalement tranché en faveur d'une poursuite des opérations sur le continent. La République centrafricaine est l'un des pays, avec le Mali, dont le gouvernement a officiellement demandé l'intervention d'une société militaire privée. C'est à un moment où les Français et d'autres Européens ont abandonné la République centrafricaine et le Mali, réduit la présence des contingents antiterroristes sur place, fermé les bases militaires destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme. Sergueï Lavrov a par ailleurs affirmé que les instructeurs russes continueront leur mission en Centrafrique et au Mali. Ces déclarations interviennent alors que les Occidentaux voyaient dans cette division interne en Russie une occasion de rebattre les cartes en Afrique face à l'influence russe. Mais c'est sans compter la convergence des positions entre Moscou et les autorités des capitales concernées qui trouvent un consensus pragmatique à ce maintien malgré la gêne perceptible. L'affaire entre Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine ne nous regarde pas. C'est une affaire interne à la Russie. En Centrafrique, comme sur d'autres théâtres d'opération dans le monde, ils vont peut-être changer de chef, mais les soldats de Wagner continueront d'opérer sur le compte de la Fédération de Russie. Martin Ziguele, opposant au président centrafricain Archange Touadéra, n'est pas de cet avis puisqu'il considère que les tensions entre Wagner et la Fédération de Russie disqualifient de fait cette organisation pour opérer sur le territoire national. À ce stade de développement, il faut dire que même si les discours officiels tendent à rassurer, ces derniers événements en Russie grincent des dents au sein de milieux officiels africains. En effet, le risque que cette milice échappe au contrôle des autorités russes est dans toutes les bouches. Mais pour l'heure, la solution qui semble se dessiner est celle d'une restructuration au niveau des différents commandements. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC depuis 2021, année de l'agression du pays par le Rwanda et son bras armé le M23, c'est le sujet au centre des échanges du 5e sommet des chefs d'État africains qui a débuté ce mardi 27 juin 2023 dans la capitale angolaise Luanda. Ce sommet sous l'égide de l'Union africaine avec l'accompagnement des Nations Unies a pour but de coordonner et harmoniser toutes les réponses régionales pour des résultats concrets sur la dégradation des relations entre la RDC et le Rwanda. Le compte rendu avec Amaury Mani-Christian, notre correspondant en RDC. L'est de la République démocratique du Congo est plongé dans la violence depuis que le groupe rebelle M23 a relancé son offensive depuis mars 2022. En pleine dégradation des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, la communauté d'Afrique de l'Est a initié le processus de Nairobi en novembre 2022. C'est l'une de deux initiatives récentes visant à résoudre la crise, l'autre étant le processus de Luanda. Les deux démarches sont différentes mais complémentaires. Alors que le processus de Nairobi se focalise sur les groupes armés, celui de Luanda aborde les relations politiques entre la RDC et le Rwanda. Il fonctionne donc comme une piqûre de rappel de l'accord cadre de 2013 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région qui n'a pas été appliquée.
Ce sommet de Luanda qui démarre ce mardi 27 juin 2023 intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sous les schémas adoptés pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi 26 juin, lors de la réunion ministérielle du sommet de la quadripartite à Luanda, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques de forces régionales qui devraient intervenir dans la partie est de la RDC en laissant les volets diplomatiques et politiques à l'Union européenne. Cette position de la RDC a été donnée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, celui de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Moussa Nyamwisi. Le communiqué final précisera si cette position de la RDC a été prise en compte. Le chef d'État présent au sommet aura aussi un moment de discussion avant l'adoption des communiqués finaux qui devra présenter le chronogramme des étapes à suivre pour le retour de la paix en RDC. Ce sommet sous l'égide de l'Union africaine avec l'accompagnement des Nations Unies a pour but de coordonner et harmoniser toutes les réponses régionales pour de résultats concrets sur terrain. Le Premier ministre tchadien a fait une communication à l'endroit du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers le samedi 24 juin dernier. L'objet de cette communication était d'informer les diplomates et les partenaires techniques et financiers du Tchad sur des répercussions des afflux massifs des réfugiés en provenance des pays voisins. Payan Foubrahim, notre correspondant au Tchad. En majorité en provenance du Darfour, ont quitté leur pays en proie à des violences combats depuis le 13 avril 2020. Ce sont pour la première fois des femmes et des enfants qui ont rejoint le Tchad et ont trouvé refuge à Koufoun. Soucié de leur situation, le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Salih Kebzabo, a fait cette communication à l'endroit du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers du Tchad. Cette rencontre a pour objet de vous informer des répercussions des afflux massifs des réfugiés en provenance des pays voisins du Tchad. Pays d'une hospitalité légendaire, le Tchad a connu des conflits armés mettant à rude épreuve sa sécurité et sa cohésion socio-économique et politique. Sa stabilité peu à peu retrouvée ces dernières années, notre pays fait de nouveau face à une crise. Il s'agit cette fois-ci d'une crise migratoire sans précédent causée par la venue de dizaines de milliers de réfugiés en même temps, provoquant des déplacements internes parmi les populations. Pour rappel, au nord-ouest, le Tchad compte plusieurs milliers de déplacés et de réfugiés fuyant des exactions de la nébuleuse Boko Haram. Au sud, la crise politique en République centrafricaine, particulièrement celle de 2013, avait entraîné l'enregistrement massif de réfugiés installés dans différents sites sur le territoire national. Le Premier ministre chef du gouvernement de l'Union nationale appelle à une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies. Le gouvernement de la République du Tchad, par ma voix, sollicite l'appui et l'assistance technique et financière massive des pays et organisations que vous représentez ici. Cet appel s'adresse aussi à tous les Tchadiens de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux opérateurs économiques. Il est plus qu'urgent qu'une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies soit convoquée très rapidement. Ces fonds, appuis ou aides permettraient la prise en charge psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d'installation ou d'hébergement. Sans votre sollicitude, votre solidarité et votre élan du cœur, le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de cette charge, le poids de cette crise. Nous savons compter sur votre solidarité. Notons que depuis le début de cette crise, le Tchad a enregistré au moins 20 000 réfugiés soudanais sous son sol. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI a
annoncé ce lundi 26 juin 2023 via un communiqué la reconduction du découpage électoral de 2018 pour les élections municipales et régionales prévues se dérouler le 2 septembre prochain. Le récit avec Pierre Sonozué. La commission électorale indépendante abandonne le décret de 2010 initialement retenu pour le découpage administratif en vue des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 à la suite d'une demande du gouvernement. C'est du moins ce qui ressort de la communication faite ce lundi 26 juin 2023 par le porte-parole de la CEI, Émile Broutier. Une réaction qui est la conséquence des inquiétudes soulevées par les états-majors politiques et d'autres potentiels candidats quant à la possibilité d'un nouveau découpage administratif. Ce 26 juin 2023, la commission électorale indépendante a été saisie par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui lui a fait part des interrogations et inquiétudes qui ont germé dans l'opinion publique et singulièrement dans les états-majors des partis politiques et des potentiels candidats relativement aux ressorts territoriaux des communes. Ceux-ci craignent de voir adopter un nouveau découpage administratif pour les prochaines élections municipales du 2 septembre 2023, alors même que depuis de longs mois, ils se préparent à participer aux dites élections sur la base des ressorts territoriaux ayant servi pour les élections locales de 2018. En raison de ces interrogations et inquiétudes, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont relève la détermination des ressorts territoriaux, a demandé à la commission électorale indépendante de bien vouloir reconduire le découpage territorial qui a prévalu en 2018. Par conséquent, la commission électorale indépendante engage instamment l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux ainsi que ses services techniques à procéder comme le demande le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Rappelons que cette décision de reconduire le découpage territorial de 2018 vise à assurer la stabilité et la continuité du processus électoral. Ainsi, les candidats pourront maintenir leur stratégie et leur plan de campagne basé sur les circonscriptions établies lors des élections précédentes. Cependant, la commission électorale indépendante indique que cette résolution est temporaire et vise à préserver l'équité du processus électoral à court terme. Une évaluation approfondie du découpage serait effectuée à la fin de ces élections municipales et régionales. Le Nigeria est de nouveau confronté à la pollution des hydrocarbures après le déversement de pétrole d'une infrastructure de Shell qui empoisonne les rivières, une situation qui perturbe ainsi la vie des agriculteurs et des pêcheurs dans la région d'Elémé. Michael Ba. Les communautés de pêcheurs et d'agriculteurs de la localité d'Elémé sont désemparées après un nouveau drame écologique. En effet, le pipeline Transniger, exploité par la compagnie pétrolière Shell, a déversé depuis le 11 juin dernier des milliers de mètres cubes de pétrole dans les rivières, perturbant grandement l'écosystème mais également l'alimentation des populations. Plus de 300 pêcheurs sont touchés par ce déversement massif. Shell a reconnu sa responsabilité d'après mes informations et actuellement, de ce que j'ai entendu dire, ils ont fermé le point de déversement. Mais son impact ne peut pas disparaître durant l'année qui suit, car il est énorme. Selon le programme environnemental des Nations Unies, cette catastrophe serait due soit à des actes de vandalisme des voleurs de pétrole, soit à un manque d'entretien de pipeline, et elle serait l'une des pires survenues ces dernières années. En comparant ce type de déversement avec ce que nous avons eu à Ogoni auparavant, je pense que nous avons eu un déversement de la même ampleur il y a environ 15 ou 16 ans. C'était au milieu des années 2000 dans la région de Bodor. Cela a entraîné le paiement d'une indemnisation massive par Shell. Les populations touchées depuis plusieurs semaines par cette pollution réclament d'ores et déjà la restauration de l'environnement et une indemnisation de la part de Shell. En décembre 2022, la société avait été condamnée à verser 15 millions d'euros aux agriculteurs de la région pour des faits similaires survenus entre 2004 et 2007.
La Note Culture dans ce 20-30 du 23 au 25 juin dernier s'est déroulée la 9e édition de la soirée Liputa Fashion Show dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, un salon de mode dont l'objectif était d'inspirer la paix et la créativité dans cette région fortement touchée par les conflits. Difira Pamwand. C'est en présence des créateurs, mannequins et artistes venus du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France et des États-Unis que s'est tenue la 9e édition du défilé de mode Liputa à l'est de Goma en RDC. Occasion pour les organisateurs de démontrer que malgré la guerre et les tensions accrues, la mode participe à sa manière pour la paix dans cette partie du pays et ce, à travers de différentes créations artistiques. Notre message est plus fort, c'est que nous voulons que la paix puisse être restaurée dans notre pays et surtout au Nord Kivu, à travers nos arts, toutes les couleurs que nous allons exprimer à travers nos vêtements, qui sera plein d'émotions. Et ça va essayer d'expliquer qu'est-ce que nous traversons dans notre pays. C'est pour ça que nous demandons la paix, de vivre ensemble, la confiance en soi et l'amour. Durant ces 3 jours, plusieurs activités étaient prévues, entre autres des défilés de mode à l'hôtel Serena de Goma, mais aussi une excursion touristique sur l'île Tchegera. En plus de mettre en lumière l'industrie de la mode dans le pays, le plus grand rendez-vous annuel de la mode permet également de promouvoir l'importance des femmes dans l'industrie et la vie en général. Les Africains, on doit être un, on doit être unis. C'est vrai qu'on a une diversité culturelle vraiment bien étendue, mais cette diversité-là doit plutôt nous réunir. C'est comme ça qu'on sait prêcher la paix, l'amour, parce qu'on ne sait pas faire autrement comme les soldats, les politiciens. Nous, on fait avec l'art. Donc, on a présenté ces collections, non seulement pour vendre les images de ces créateurs, mais pour montrer aussi que non, en Afrique, en RDC, le zone qui est considérée rouge peut faire des choses que nous voyons dans d'autres pays qui ont la paix, comme on peut le dire. Notant que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC peine à s'améliorer. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 dans l'est du pays, un conflit qui dure depuis des décennies, avec plus de 100 groupes armés luttant pour le contrôle de précieuses ressources minérales, tandis que d'autres protègent leur communauté et qui a déclenché un exode de réfugiés. L'actualité hors du continent en plus bref. Au Canada, la sino-canadienne Olivia Shaw est devenue lundi 26 juin 2023 la nouvelle maire de Toronto, la plus grande ville du Canada, en promettant une politique plus ancrée à gauche après plus d'une décennie de pouvoir conservateur. Celle qui sera seulement la 3e femme à occuper cette fonction a notamment promis de taxer davantage les propriétaires les plus riches et de soutenir les locataires dans une mégalopole où la crise du logement est très marquée. Dans son discours de remerciement lundi soir, cette dernière a insisté sur le mandat du changement pour lequel les habitants l'ont élu. En Espagne, selon l'agence météorologique, le pays est confronté à sa première vague de chaleur estivale avec des températures dépassant les 44 degrés dans le sud du pays lundi 26 juin. Plusieurs régions ont été mises en état d'alerte. Cette vague de chaleur a débuté dimanche 25 juin et le thermomètre a dépassé les 38 degrés à Madrid, atteignant 44,4 degrés à El Gradano en Andalousie, au sud-ouest du pays. Le Musée international afro-américain ouvre ses portes au public ce mardi en Caroline du Sud. Il devient un nouveau site de retour aux sources et de pèlerinage pour les descendants d'Africains réduits en esclavage dont l'arrivée dans l'hémisphère occidental commence sur les quais de la côte du Pays-Bas, surplombant l'ancien quai de Charleston où près de la moitié de la population asservie est entrée pour la première fois en Amérique du Nord. Il comprend également un centre de recherche généalogique pour aider les familles à retracer le parcours de leurs ancêtres depuis leur arrivée sur le territoire. En sport, le 23e championnat arabe d'athlétisme s'est déroulé à Marrakech le week-end écoulé. Dans les différentes disciplines, le Maroc s'est distingué en remportant plusieurs médailles et en terminant sur le podium devant 250 athlètes de 16 pays arabes. Reportage John Zui.
56 médailles, dont 17 en or, 25 en argent et 14 en bronze. C'est la moisson décrochée par les athlètes marocains. Une grosse performance pour ce pays qui devient de jour en jour une véritable nation du sport. Parmi les athlètes qui ont brillé dans ce grand rendez-vous sportif, il y a Rahma Tahiri, la jeune médaille d'or aux 5000 mètres féminins, une figure de proue de l'athlétisme marocain. Je suis très heureuse de remporter cette médaille d'or. Je la dédie au Maroc. Je remercie également la Fédération royale marocaine d'athlétisme. On retrouve également à la deuxième place les athlètes égyptiens qui ont eux également remporté de belles breloques, 20 médailles au total dont 10 en or, 5 en argent et 5 de bronze. À la troisième place du podium, c'est le Qatar avec 8 médailles dont 5 en or et 3 en argent. Le récent organisateur du dernier mondial est la seule nation du Moyen-Orient à être parmi les mieux classées. Le 23e championnat arabe d'athlétisme a regroupé 250 athlètes arabes venus de 16 pays qui se sont mis en valeur sur 23 épreuves au cours de cette édition qui s'est déroulée au Grand Stade de Marrakech au Maroc. Le royaume chérifien s'est distingué encore durant ce grand rendez-vous et depuis les débuts de ces championnats en 1977 à Damas en Syrie, le Maroc a déjà récolté 108 médailles. C'est désormais officiel, le président sortant Julius Maada Bio a été réélu ce mardi 27 juin à la tête de la Sierra Leone dès le premier tour avec 56,17% des voix, selon le président de la commission électorale Mohamed Koné, dévançant ainsi son principal adversaire Samoura Kamara qui a reçu 41,16% des suffrages. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité. Suivez l'information en continu sur notre page Facebook Média Afrique News avec nos différents flashs d'informations de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous.